jusqu'à 9h, le député La France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens, c'est Renaud Dely qui vous pose la première question. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Édouard Philippe, le Premier ministre, ouvre la porte ce matin dans un entretien aux Échos à un débat et à l'instauration éventuelle du référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. Le RIC, voici ce qu'en disait Jean-Luc Mélenchon hier. Demandez-vous quelle est la différence entre les objectifs du mouvement et les miens. Vous découvrez qu'il n'y en a pas. Ça dépend. Parce que quand il demande un référendum d'initiative citoyenne, c'est exactement ce qu'il y a dans mon programme. Vous êtes donc satisfait par l'annonce d'Édouard Philippe ce matin qui envisage d'instaurer à terme, à l'issue d'un débat, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne que vous réclamez? Évidemment que si ce référendum d'initiative citoyenne devait être instauré, ce serait une belle victoire. Et d'ailleurs, les annonces d'Édouard Philippe en ce sens sont un encouragement à poursuivre la mobilisation, puisque ça montre que, à mesure que les semaines passent et que les gilets jaunes se mobilisent, eh bien le gouvernement semble prêt à quelques reculades. Donc il faut continuer. Mais évidemment que quand moi je regarde dans le détail les revendications des gilets jaunes, et que je regarde notre programme politique, notamment celui de la présidentielle, j'y trouve à peu près 80% des mesures qui sont équivalentes. Même d'ailleurs, depuis 18 mois que nous sommes à l'Assemblée nationale, la plupart des revendications des Gilets jaunes, nous les avons défendues. D'ailleurs, vous voulez dire que les Gilets jaunes sont des insoumis qui s'ignorent? Mais en fait, si vous voulez, ce qui m'importe, c'est pas de savoir s'ils sont des insoumis ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'étiquette et le fait qu'on se réclame de telle ou telle organisation. J'observe une chose, c'est factuel. Les mots d'ordre que nous avions dans la présidentielle sont largement repris. Mais comment voulez-vous que ce soit autrement, puisque notre programme pendant la présidentielle, nous l'avons conçu directement avec le peuple lui-même. Trop d'impôts en France, par exemple, ça c'était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Non, trop de taxes, trop d'impôts. Non, vous aurez mal compris les Gilets jaunes d'ailleurs, si vous pensez que leur revendication c'est trop d'impôts, trop de taxes. En réalité, c'est l'injustice fiscale qui est en cause. C'est-à-dire le deux poids deux mesures permanent en matière fiscale. Le fait que les contribuables les plus modestes ont tout l'effort sur leur dos et que ceux qui ont le plus, progressivement, en fonction de leurs revenus, payent moins. Ça, c'est un véritable problème. Et peut-être qu'on va en parler, mais sur ce point-là, Emmanuel Macron n'a fait aucune annonce. Et c'est ce qui fait que la mobilisation va se poursuivre. C'est que dans son allocution présidentielle de lundi dernier, si vous regardez toutes les mesures qu'il a présentées, Emmanuel Macron se dresse comme un rempart entre les gilets jaunes et les riches. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui permet une plus juste contribution de celles et ceux qui ont le plus. Une question quand même précise sur ce RIC, sur ce référendum d'initiative citoyenne. Pour vous, c'est comment ça marche? C'est combien de signataires? Alors ça, il faut le définir. Nous avions dit dans notre 500 000, programme, vous aviez dit, je crois. Hein, et d'ailleurs, oui, autour de 500 000, on pourrait imaginer que ce soit plus. Pourquoi pas? C'est pas une difficulté. les Gilets jaunes disent 70 000, c'est-à-dire à peu près en 2 jours, à peu près n'importe qui doit être capable aujourd'hui sur les réseaux sociaux. 70 000, ça me paraît peu. Mais puisque c'est une proposition qui est dans notre programme, nous allons faire une proposition de loi en ce sens, puisque à chaque fois que c'est l'actualité, nous sortons l'une des propositions de notre programme pour en faire une proposition de loi. D'ailleurs, juste sur ce thème-là, vous dire que sur Internet, et ceux qui nous écoutent peuvent le faire, on a justement fait un comparatif entre les revendications des Gilets jaunes et nos propositions, et même montré d'ailleurs les vidéos des députés en train de soutenir des amendements avant la mobilisation des Gilets jaunes qui sont dans leurs revendications. Sur le référendum d'initiative citoyenne, l'idée c'est quoi? C'est de dire que il faut qu'on puisse concilier deux choses. La stabilité des institutions, parce qu'il n'est pas question que ça soit l'Assemblée générale permanente non plus, mais l'intervention populaire en toute hypothèse et à chaque étape. C'est-à-dire, on ne peut pas considérer que la démocratie, c'est voter et puis ensuite, pendant 5 ans, restez chez vous, ne vous en occupez plus. Donc l'idée de ce RIC, Adrien Quatennens, pour revenir, par exemple, sur une loi qui a été adoptée, pour supprimer une loi qui a été adoptée. Exactement. L'idée est la suivante, c'est faire en sorte que par référendum d'initiative populaire citoyenne, on peut proposer une loi, les citoyens peuvent proposer une loi ou en abroger une autre. Et même... Donc, par exemple, on peut aujourd'hui annuler le mariage pour tous ou rétablir la peine de mort en France si le peuple le décide. Mais vous savez, il faut entendre une chose, c'est que même si ce que vous venez de dire, je n'y suis pas favorable, il faut qu'on s'entende, vous et moi, pour dire que le peuple est souverain. Et donc, si le peuple vous semble prendre une pente qui n'est pas la bonne idéologiquement de votre point de vue, en démocratie, il y a une chose qui s'appelle l'argumentation et convaincre. Mais en toute hypothèse, le peuple est souverain. Et donc, ensuite, effectivement, il y a la polémique, il y a l'argumentaire, et on essaye de se convaincre les uns les autres. Moi, je ne fais que ça de mes journées. Le peuple est souverain, mais vous savez qu'en France, comme ailleurs également, on répond pas toujours exactement à la question qui est posée, et qu'il suffit, par exemple, qu'un président de la République pose une question par référendum, généralement pour perdre ce référendum. Voilà. Mais c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous souhaitons instaurer quelque chose qui serait véritablement lié au mandat de l'élu, c'est-à-dire plus que le référendum d'initiative citoyenne qui, lui, serait en fait vraiment sur le fond, puisqu'il s'agit de proposer ou d'abroger une loi. Nous, vous savez que nous défendons aussi le référendum révocatoire qui permet à mi-mandat d'un élu de le révoquer. J'insiste tout de suite, toujours dans l'idée de maintenir la stabilité des institutions. L'idée n'est bien sûr pas de dégager les élus tous les 4 matins. Mais cette mesure, elle serait valable pour le président de la République? Elle serait valable pour le président de la République jusqu'au conseiller municipal. Donc en fait, on fait une élection présidentielle tous les 2 ans et demi. Non, pas exactement. Pas exactement. Ah bon. L'idée est la suivante.
suivante, c'est de se dire que si à mi-mandat d'un élu, un nombre significatif du corps électoral qu'il faut fixer souhaite par pétition que ce référendum se tienne, alors il se tient. Et la question est en substance stop ou encore. Mais comprenez que ça peut très bien aboutir à une relégitimation du président de la République, par exemple, pour la mi-mandat. Juste une chose. Aujourd'hui, Adrien Quatennens, dans les circonstances politiques actuelles, vous considérez que si jamais cette mesure existait, il faudrait l'appliquer à Emmanuel Macron? Mais je vais même vous dire, si je tire un peu le fil et que je rembobine par rapport à votre question, je pense que si Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat, savait qu'à mi-mandat, il y avait un risque d'être soumis à un référendum révocatoire, peut-être que beaucoup de ses outrances et de ses arrogances, il nous les aurait épargnés. C'est-à-dire que le fait que se tienne un référendum révocatoire, la simple hypothèse que ça puisse se tenir, a une vertu particulière d'obliger l'élu. Imaginez dans le quinquennat précédent, une pression ou une menace volontairement, c'est ça? Volontairement, une pression ou une menace en tout cas, c'est de faire en sorte de lui rappeler à chaque instant qu'il ne se représente pas lui-même, mais que c'est bien le peuple qu'il représente. Je prends juste cet exemple volontairement, y compris pour nous émanciper d'Emmanuel Macron, si vous le voulez bien, un tout petit instant. Dans le quinquennat précédent, le président de la République, François Hollande, avait fait un certain nombre de promesses avant son élection. On voit ensuite ce qui s'est produit et le résultat. S'il avait su qu'à mi-mandat, il y avait un référendum révocatoire, je pense que beaucoup de ces promesses auxquelles il a renoncé auraient été tenues. C'est-à-dire qu'avant d'avoir pour objectif de dégager l'élu, comprenez que ça a pour objectif de lui dire « rappelle-toi sans cesse que tu es tenu par la souveraineté populaire ». Pour sanctionner le pouvoir en place, en cours de mandat, il y a toujours des élections. Adrien Quatennens, il va y avoir des européennes dans 6 mois, il y a des élections municipales, on peut toujours sanctionner le pouvoir en place. Si vous êtes convaincu qu'il faut notamment faire de ces élections intermédiaires, parce que c'est ce que je pense, un référendum entre guillemets, que le ressort du vote va être aussi de sanctionner la politique du président de la République, c'est clair. Moi, je vous le dis tout de suite, vous avez raison. Emmanuel Macron, d'un point de vue institutionnel, peut ne pas tenir compte des mobilisations. Il peut ne pas tenir compte de l'opinion. Il peut ne pas voir, même dans la nuit, ces gilets jaunes fluorescents qui brillent. Par contre, il y a une chose, je vous l'accorde complètement. Le résultat des courses, le résultat des urnes, notamment au mois de mai 2019 avec les élections européennes, il ne pourra pas faire autrement que de le voir. Donc oui, quelque part, si les revendications ne sont pas satisfaites, si Emmanuel Macron ne veut pas en revenir aux urnes maintenant pour régler ce conflit qu'il y a entre la représentation nationale et le peuple français qui soutient majoritairement les revendications des gilets jaunes, s'il ne veut pas revenir aux urnes en procédant à une dissolution de l'Assemblée, c'est clair que le rendez-vous de mai 2019 sera un référendum anti-Macron et que tout le monde court s'inscrire sur les listes électorales. On se retrouve dans 1 minute, Adrien Quatennens, si vous voulez bien, le temps de jeter un œil à l'actualité de ce lundi matin, 8h40, Thomas Bénèche. Près de 9 poissons sur 10 vendus sur les étals de vos supermarchés ne sont pas pêchés de manière écologiquement responsable. C'est ce que révèle une étude de l'UFC Que Choisir que France Info vous présente ce matin. Selon cette enquête, 88% des cabillaud commercialisés en grande surface sont prélevés par exemple par des chaluts et dans des zones fragiles. Édouard Philippe précise ce matin dans les Échos les orientations du gouvernement pour sortir de la crise des gilets jaunes. Le coup de pouce de 100 € net pour les personnes proches du SMIC passera par une augmentation de la prime d'activité versée à compter du 5 février. Le Premier ministre dit oui également à un débat autour du référendum d'initiative citoyenne. Près d'une semaine après l'attentat de Strasbourg, une 5e personne est morte hier. Ce nouveau décès porte à 5 désormais donc le nombre de victimes de l'attaque perpétrée par Chérif Cheikhat. L'ancien chargé de mission à l'Elysée, Alexandre Benalla, de nouveau mis en examen, cette fois pour des soupçons de violence commises au Jardin des Plantes de Paris. C'était en marge du défilé du 1er mai dernier et avant celle commise à place de la Contrescarpe. Jusqu'à 9h, c'est Adrien Quatennens qui est avec nous, député La France Insoumise du Nord. Renaud Dely. Adrien Quatennens, on a vu samedi un acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes qui a été marqué par une nette décrue du nombre de manifestants, en particulier à Paris. La France Insoumise continuait de soutenir cet acte 5. Est-ce que vous appelez donc à un acte 6 samedi prochain ? Non, mais vous avez bien dit dans votre question, on soutenait l'acte 5, mais ce n'est pas nous qui appelons, pour la raison que... Est-ce que vous souhaitez un acte 6 samedi prochain ? En tout cas, je pense que compte tenu des revendications persistantes des Gilets jaunes et la réponse politique de ce gouvernement, effectivement, le compte n'y est pas, et donc la mobilisation et sa poursuite est justifiée. Voilà mon avis. Et si les Gilets jaunes décident souverainement, notamment sur les ronds-points, dans leurs assemblées citoyennes, d'aller vers un acte 6, j'observe par exemple que à Lille, où je me trouvais ce week-end, c'est déjà le cas, ils ont déjà appelé à un acte 6, évidemment, nous le soutiendrons. Et vous savez, nous le soutiendrons avec notre manière particulière de faire, c'est-à-dire que nous ne voulons pas marcher devant ce mouvement, nous voulons l'accompagner, le faciliter, et par exemple, le rôle des insoumis qui y sont, c'est d'aider notamment, par exemple, à déclarer les manifestations en préfecture, à faire en sorte que tout ça se passe correctement et dans le bon ordre. Comment est-ce que vous expliquez l'échec de samedi ?
Mais samedi, pour moi, il n'y a pas d'échec si vous regardez au global ce qui s'est passé. Jean-Luc Mélenchon souhaitait une mobilisation citoyenne massive. Il parlait de révolution citoyenne et cette mobilisation devait être massive samedi. Regardez l'acte 5. C'est sûr que vous avez largement élargi, en tout cas focalisé sur Paris. Si vous élargissez la focale, en région, il y a eu aussi beaucoup de mobilisation. Si on élargit la focale, Adrien Quatennens, il y a 60 000 Français qui ont manifesté samedi. Alors regardez, non mais on vient de parler du référendum révocatoire en disant il faut qu'une majorité de Français se prononce. Là, c'est une toute petite minorité. Bon, c'est clair, je vous accorde une chose, c'est que si on regarde les soutiens en France des Gilets jaunes, ils sont une majorité, si on en croit encore aujourd'hui vos enquêtes d'opinion. Moi, je forme le vœu que toutes celles et ceux qui soutiennent les justes revendications des Gilets jaunes passent d'un soutien passif à un soutien actif, c'est-à-dire à des mobilisations, mais en tout cas à des manifestations. Et vous savez, pour moi, le meilleur thermomètre dans une manifestation, c'est quand des gens qui ne sont jamais allés manifester de leur vie décident de le faire pour la première fois. Et pour ça, il faut des formes de mobilisation, je le dis aussi, qui soient inclusives. C'est la raison pour laquelle, moi, je préfère toujours que les mobilisations soient tranquilles, des manifestations déclarées, qui permettent qu'on puisse venir en famille avec ses gosses, sans se poser la question de savoir si on doit craindre pour eux ou pas. Est-ce qu'il faut passer à autre chose, par exemple à une forme de revendication politique et par exemple à une liste aux européennes pour les Gilets jaunes? Mais ça, c'est véritablement aux Gilets jaunes de le décider. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, si je m'en tiens à l'analyse de leurs revendications, je vois que dans notre programme, il y a tout ce qu'il faut pour les satisfaire. Après, c'est à eux de décider souverainement et ce n'est pas à nous, responsables politiques, d'aller leur dire ce qu'ils ont à faire. Je pense qu'ils le supporteraient mal et ils auraient raison. Néanmoins, voilà, cette mobilisation, pour moi, ne doit pas s'arrêter dans la mesure où la réponse du président de la République n'y est pas. Il considère, Emmanuel Macron, les Gilets jaunes, finalement, comme un conflit social, comme ses prédécesseurs ont eu à en connaître. Presque, peut-être, se dit-il, c'est le métier qui rentre. À mon tour, j'ai un conflit social, mais oui. Vous expliquez, Adrien Quatennens, que vous êtes en harmonie depuis des semaines avec les revendications des Gilets jaunes. Et pourtant, la France insoumise n'en tire pas profit électoralement dans les sondages. On le voit, il y a encore un sondage vendredi qui a été un sondage BVA sur les élections européennes. La France insoumise est à 10%. Oui, comment est-ce que vous expliquez, alors que le Rassemblement national, visiblement, lui, progresse? Alors bon, plusieurs choses. Outre le fait que je prends les sondages avec beaucoup de pincettes, surtout qu'on voit des fois... Il y a un instant, vous nous expliquiez que les sondages montraient que ce mouvement des Gilets jaunes était soutenu par une grande majorité des Français. Je vous dis pas que les sondages ne donnent pas une tendance, et je les lis comme vous, avec intérêt, etc., mais aussi avec une forme de distance nécessaire. Et d'ailleurs de plus en plus. Ce que je veux simplement dire, bon, d'abord, j'ai commencé tout à l'heure, lorsqu'on a entamé notre discussion, par vous dire que moi, ce que je souhaitais, c'est pas un appel à ce que les gens nous rejoignent nécessairement. La meilleure des victoires pour nous, c'est de voir que... Pardon ? Vous dites nous. Mais le mouvement des Gilets jaunes, c'est vous. Non, ce que je vous dis, c'est que la meilleure des victoires pour nous, c'est d'observer que des revendications qui étaient les nôtres et qui précédaient le mouvement des Gilets jaunes sont reprises par les gens. Adrien Quatennens, ce que vous dites, mot pour mot, pardon, je sais que la question vous n'allez pas l'aimer, c'est ce que dit aussi Marine Le Pen. Elle dit les revendications des Gilets jaunes sont les mêmes que les nôtres. Ouais. Alors est-ce que le programme de la France Insoumise et du Rassemblement National sont les mêmes ou est-ce qu'il y en a un des deux qui ment? Là, vous me posez une question qui va me permettre un éclairage peut-être pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui sont en accord avec les Gilets jaunes et qui seraient tentés de voter pour Madame Le Pen et le Rassemblement National. Vous savez, dans ce pays, chaque jour, il y a des millions de personnes qui sont victimes d'arnaques de toutes sortes. Eh bien, le Rassemblement National en est une. Parce que il faut bien voir, quand vous regardez y compris les revendications des Gilets jaunes par rapport à la hausse nécessaire des salaires et du SMIC, que Marine Le Pen y est défavorable. Donc, je sais qu'il y a plein de gens honnêtes qui pensent que leur colère... À la hausse du SMIC ? Oui. Marine Le Pen a dit qu'elle y était défavorable. Donc il y a plein de gens qui sont honnêtes, qui pensent que leur colère va correctement s'incarner en votant pour ce parti. Pourquoi ils se font avoir dans le sondage que j'ai évoqué tout à l'heure? Vous êtes à 10%, le Rassemblement National à 21%. Mais il nous reste du travail pour convaincre méthodiquement. Vous savez, encore une fois, je viens de vous dire, il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer là-dedans. Et il faut leur expliquer mot pour mot que Madame Le Pen et le Rassemblement National ne vont pas mener la bataille pour la justice fiscale et ne vont pas mener la bataille pour la hausse des salaires. Vous savez, regardez, c'est comme la martingale de Marine Le Pen qui nous parle sans cesse d'immigration. Vous savez comme moi que vous avez plein de gens, y compris dans des zones rurales, qui n'ont jamais vu un seul migrant de leur vie, qui peut-être n'en verront jamais, qui ne mesurent pas que les phénomènes migratoires aujourd'hui, c'est 0,2% de la population de l'Union européenne à nos portes, et pourtant ils sont pris d'une peur panique sincère. Donc c'est une arnaque. Et plutôt que de faire en sorte que les gens s'occupent de l'immigration et de toutes ces thèses absolument incroyables de Madame Le Pen, qu'ils s'occupent de savoir pourquoi leur salaire n'augmente pas, pourquoi leurs revenus n'augmentent pas. Vous voyez, il y a une arnaque profonde. Et donc c'est à nous de la démasquer et de faire en sorte que les gens puissent avoir une colère
qui s'exprime dans les urnes, mais une colère propulsive vers quelque chose de positif, l'humanisme écologique et social que nous proposons, pas le rabougrissement général comme le propose le Rassemblement national. Voilà. Donc oui, pour le moment, on voit bien, et c'est le cas partout en Europe, que cette colère populaire prend plutôt, je le vois, comme vous, le chemin de l'extrême droite. Si les Gilets jaunes disent la même chose que vous, Adrien Quatennens, est-ce que vous pourriez, par exemple, en prendre sur votre liste européenne? Mais bon, pourquoi pas. Après, ça, c'est vraiment... Vous dites c'est la même chose, on a le même ADN, le même programme. Non, je vous redis précisément les choses, ne me faites pas dire 80%, ce que j'ai pas dit. À peu près 80% des revendications des Gilets jaunes se trouvent dans le programme. Et alors, on parle des fois de récupération politique. Vous savez, dès qu'un politique touche la mobilisation des Gilets jaunes, forme une issue politique à cette crise, tout de suite, vous avez le journaliste à côté qui dit « Allez, dites-le à M. Quatennens ou M. Mélenchon que vous voulez pas d'eux. » Surtout comme si on pouvait absolument pas formuler d'issue positive. Moi, je le dis, il faut que l'issue soit politique et elle passe par des revendications qui peuvent être des propositions de loi. Nous en avons fait, nous allons continuer d'en faire. Et si Emmanuel Macron n'entend pas raison sur le sujet, qu'il retourne aux urnes. Alors, il a quand même un petit peu entendu Emmanuel Macron, semble-t-il, puisqu'il y a ces fameuses annonces sur le pouvoir d'achat qu'il a faites lundi dernier. Il y en a au total pour à peu près 10 milliards d'euros. L'essentiel va être dans un texte, un projet de loi qui va être soumis au Conseil des ministres mercredi, qui doit être adopté d'ici la fin de la semaine au vu du caractère d'urgence de la crise. Est-ce que vous allez amender considérablement ce texte à l'Assemblée nationale au risque de retarder sa mise en œuvre? Non, mais nous, ce qu'on va faire, en tout cas, c'est évidemment amender le texte. Après, on est tout à fait sensible au fait qu'il puisse être mis en œuvre rapidement, effectivement, mais c'est pas le souci. Donc adopté dès la fin de la semaine? Mais c'est le calendrier qui est proposé par le gouvernement. Mais il vous convient ce calendrier? Écoutez, on va voir. C'est toujours très rapide, mais on finit par avoir l'habitude d'un travail absolument particulier dans ces méthodes à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, en l'occurrence, c'est les Gilets jaunes peut-être qui sont plutôt en attente de réponse urgente. Si vous voulez, dans les propositions qu'a réalisé Emmanuel Macron, est-ce que vous avez vu une seule revendication satisfaite des Gilets jaunes? Moi, j'en vois pas une. L'annulation des hausses sur les taxes sur le carburant, l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités jusqu'à 2000 euros. Mais vous savez comme moi que le fil conducteur principal de toute leur mobilisation, c'est la justice fiscale. Et en la matière, je vous le dis, Emmanuel Macron n'a rien proposé. L'un des principaux motifs de mobilisation, c'est le rétablissement de l'impôt sur la fortune, c'est 4 milliards d'euros, c'est-à-dire 1 million d'euros distribués aux 100 Français les plus riches qui d'ailleurs n'ont pas bloqué les ronds-points, que je sache, pour le demander, et qui ne relancent pas l'activité pour autant. Le CICE, 20 milliards d'euros par an, qui sont littéralement gaspillés, puisque compte tenu des emplois que ça a permis de maintenir ou de créer, notez que c'est 160 000 euros en moyenne de dépenses publiques pour un emploi créé ou maintenu. Tout ça est très cher. Moi, je veux bien qu'on regarde un instant les mesures d'Emmanuel Macron. On va les regarder, si vous voulez bien, Adrien Quatennens. On va marquer une toute petite pause et on va les regarder dans le détail. Marquons une pause. 8h50, l'actualité, Thomas Bénèche. Les handballeuses tricolores remportent leur Euro à domicile en France. C'était hier soir face à la Russie. Victoire 24-21. Les handballeuses seront reçues dès ce soir à l'Elysée par le président de la République à partir de 19h15. Le Premier ministre l'annonce ce matin dans les Échos. Les personnes touchant le SMIC, voire un peu plus, vont pouvoir bénéficier d'une augmentation de 100 € net. Ce sera via la hausse de la prime d'activité versée le 5 février. Le Premier ministre se dit aussi prêt à débattre sur la mise en place du référendum d'initiative citoyenne souhaité par les Gilets jaunes. Le Rassemblement national propulse Jordan Bardella, 23 ans, porte-parole du parti, tête de liste pour la bataille des européennes en mai prochain. Cette décision doit être maintenant validée en bureau exécutif. Quels adversaires en 8e de finale de la Ligue des champions de football pour le PSG et Lyon? Le tirage au sort du prochain tour de la compétition, c'est aujourd'hui à partir de midi à Nyon, en Suisse. Rennes connaîtra également le nom de son futur adversaire, mais cette fois en Ligue Europa. Toujours avec Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Édouard Philippe confirme ce matin dans le journal Les Échos qu'il y aura bien une augmentation de la prime d'activité le 5 février prochain. 100 € net, un petit peu moins, parce qu'il y aura déjà une augmentation du SMIC au 1er janvier. Un peu moins de 100 € net pour les Français qui sont au SMIC et ceux qui gagnent jusqu'à 1700 € net. Là, je parle des Français qui sont célibataires. Il faut être précis sur ces questions. Est-ce que, pour reprendre l'expression qu'a utilisée hier le président de l'Assemblée nationale, vous diriez qu'il y a une carabistouille ou une embrouille sur cette prime d'activité? Et clairement, j'ai pas besoin de le dire pour que tout le monde puisse le voir. C'est-à-dire que lors de l'allocution présidentielle, tout de suite, certains commentateurs ont dit Emmanuel Macron a annoncé une hausse du SMIC. Et puis en fait, tout le monde a jamais dit ça. D'ailleurs, effectivement, Emmanuel Macron a dit textuellement le salaire d'un salarié au SMIC augmentera 200 €. Et après, promesse tenue ou pas? Mais non, parce que vous l'avez dit, c'est extrêmement conditionné. C'est-à-dire qu'on parle de la prime d'activité. La prime d'activité, ces fameux 80 € d'augmentation,
Pour faire 100, c'est après de la baisse des cotisations. Notez que les cotisations sont une part du salaire tout de même. Donc Emmanuel Macron est le champion qui vous prend dans une poche pour vous mettre un peu dans l'autre. Mais sur la prime d'activité, moi j'ai un problème de fond vraiment avec cette idée-là. Plutôt que d'augmenter le SMIC, c'est-à-dire d'augmenter véritablement les salaires, ce qui participe aussi à une répartition de la valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui on a ce principal problème, c'est que la part de la valeur ajoutée a considérablement diminué ces 30 dernières années. La prime d'activité, sa philosophie en gros c'est de dire on se contente que vous vous mainteniez en emploi avec des salaires bas, et on parle du principe qu'on n'a pas à discuter du fait que ces salaires soient excessivement bas, et l'État vient compléter. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'augmentation du SMIC et la hausse des salaires, c'est une bataille pour une plus juste répartition des richesses, et c'est beaucoup plus vertueux pour la relance de l'activité. Mais sur la prime d'activité, notez encore une fois que si les Françaises et les Français, qui ont été 23 millions à écouter Emmanuel Macron la semaine dernière, ont compris qu'ils allaient avoir 100 € de plus, malheureusement, je le dis, ils se trompent, puisqu'il va falloir le demander, il faut faire des démarches, vous avez des paperasses à remplir. Le gouvernement veut la rendre beaucoup plus accessible, il veut étendre notamment le... sociales. Mais pourquoi ne pas faire la seule chose qui vaille dans le contexte, c'est-à-dire augmenter le SMIC, point. Pourquoi Emmanuel Macron tergiverse? Je vous réponds pour une seule chose, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans toute son allocution, il ne répond pas à la principale revendication qui est justice fiscale. Il continue, puisqu'il est leur président, de protéger les riches. C'est l'instauration, la restauration de l'ISF. Évidemment, il y a ça. Ça veut dire faire payer les riches, c'est ça? Mais ça veut dire l'ISF, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune. N'est-il pas temps que les riches soient solidaires quand vous voyez la situation de la majorité de nos concitoyens? Je pense que si. Et moi, j'ai une proposition à faire à Emmanuel Macron en matière de justice fiscale. Il faut une meilleure progressivité de l'impôt. Je m'explique très rapidement. Aujourd'hui, le système français fiscal, c'est 5 tranches d'impôts. C'est-à-dire que tout l'effort est concentré sur ce qu'on appelle rapidement la classe moyenne, c'est-à-dire les contribuables les plus modestes. Plus vous gagnez d'argent, moins avec ces 5 tranches, moins il y a de progressivité. Nous appelons de nos voeux un système à 14 tranches qui ferait que tout le monde paierait. C'était l'ancien système avant que Dominique de Villepin, je crois, le réforme. Tout le monde paierait, mais à juste proportion de ses revenus. Et surtout, avec ce système à 14 tranches, notez que toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, et ça fait du monde dans ce pays, paieraient moins d'impôts. Renaud Dely. La semaine dernière, le groupe Ford a annoncé qu'il souhaitait fermer son usine de Blanquefort à côté de Bordeaux. Il y a 850 emplois en jeu. La fermeture est programmée par Ford pour le mois d'août prochain. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a fait part de son dégoût. C'était au Sénat jeudi dernier. Je suis révolté. Je suis écœuré par cette décision qui ne se justifie que par la volonté de Ford de faire monter son cours de bourse. L'État doit-il réclamer le remboursement des aides publiques que Ford a perçues? Mais clairement, je le pense, et je pense aussi que l'État devrait, pourquoi pas, nationaliser le site, au moins temporairement, pour faire en sorte de dire on a besoin de pouvoir garder ce type de levier. Nationaliser Ford. Mais en tout cas, il faut que le site soit pris en charge par l'État en attendant de pouvoir assurer sa pérennisation. C'est compliqué de nationaliser à une usine qui appartient à un groupe étranger. Mais vous savez, on peut pas. Moi, je peux pas me satisfaire de voir, y compris des responsables politiques, des ministres, comme ça, d'un dossier industriel à l'autre, déplorer, pleurer à chaudes larmes de crocodile pour une situation que leur politique encourage. Croyez pas qu'il est sincère quand il dit ça, Bruno Le Maire? Mais Bruno Le Maire a des indignations sans doute sincères. Mais il suffit pas de s'indigner, il suffit de trouver des solutions. Ça fait combien de dossiers industriels? Il en avait trouvé, dit-il. Il y avait une offre de reprise d'une société franco-belge que le dans la gouvernement plupart des dossiers industriels qui nous ont occupés ces dernières années, je pense à Alstom ou d'autres, l'État a une responsabilité dans le fait d'avoir perdu sans cesse des leviers. Il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités. On peut pas laisser notre pays devenir, comme c'est le cas, donc ça veut dire cimetière industriel. Nationaliser pour vous un site, il appartient désormais à l'État ou on verse au moins des indemnités? Au moins temporairement. Il faut essayer de trouver des solutions. Comment on nationalise une usine? Mais très simplement, on prend une décision. Voilà, une décision d'État, on dit voilà, il y a autant d'emplois qui sont concernés. En attendant de trouver une autre solution, je dis pas qu'il faut tout nationaliser, mais on peut reprendre le site sous giron de l'État pour dire voilà, on peut pas se satisfaire qu'autant de salariés soient dehors. Et on verse des indemnités à Ford quand même pour avoir pris son usine sous le giron public, savez, ou pas du tout? Tout se négocie. Vous êtes au courant qu'il y a plein d'entreprises qui payent pas d'impôts en France, mais avec lesquelles on peut toujours discuter, négocier. Donc quand on doit trouver un arrangement, on peut le trouver, mais on ne peut pas se satisfaire que toute l'activité industrielle du pays soit mise à mal comme c'est le cas. Ford a d'autres usines en France. Vous craignez pas que si on fait ça, c'est-à-dire si on nationalise Blanquefort, elles disent tout simplement je reprends mes billes et je me retire. Mais moi, ce que je crains, monsieur, c'est de voir comme ça, pour des raisons purement spéculatives, boursières, des sites fermés, des salariés mis sur le carreau, alors que nous avons besoin d'une industrie forte dans ce pays, notamment pour faire les grands projets que nous aurons à faire en matière de planification écologique. Et j'observe que depuis un certain temps, Bruno Le Maire a des indignations, mais qu'il ne procède pas à un changement de politique. C'est la même manière d'ailleurs sur la taxe sur les GAFA. Enfin, on peut pas simplement pleurer à chaudes larmes de crocodile. On
nous dit on va taxer les GAFA au niveau européen. Ça rapporterait 500 millions d'après Édouard Philippe. Mais il faut absolument le faire et sans tarder. Édouard Philippe annonce ce matin qu'il va le faire. Mais alors d'ailleurs, ça je note, c'est une vraie évolution parce que vous voyez, on nous a beaucoup moqué avec notre histoire de plan A, plan B en Europe. Mais dans l'exemple des GAFA, Bruno Le Maire fait sienne la stratégie de la France Insoumise. En résumé, il dit soit on arrive à en convaincre tous nos partenaires européens et donc on le fait au niveau européen, c'est le plan A. Soit on n'y arrive pas et on le fait au niveau national, c'est le plan B. Dit ce matin, on passe au plan B. On n'a pas réussi à convaincre nos partenaires. Il va falloir le faire parce qu'on ne peut pas attendre que les 27 s'accordent. Écoutez, si ça se fait, en tout cas, bien sûr, je serai là pour saluer. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord, invité ce matin de France Info. Dans 2 minutes, il sera 9h.